Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Vu le nombre qu'on est, on a préféré donc couper les micros et les caméras pour le confort de tous. Vous pouvez toujours nous contacter dans le chat, l'onglet conversation, et il y a Jules Méran qui m'accompagne, qui sera en charge de relayer vos questions et de m'interpeller si besoin. Bon, écoutez, il est 10h05, on a laissé un peu de temps aux retardataires, ils arriveront pendant la présentation sinon. Donc, on va pouvoir commencer. Bonjour, Guillaume Berthaud, je suis géomaticien à l'Agence régionale biodiversité dans le service Observatoire de la biodiversité. Je suis Et accompagné donc de Jules Méran. bonjour à tout le monde. Donc, Jules Méran, chargé d'appui à l'ingénierie des collectivités au sein de l'ARB. Et j'aide Guillaume sur ce webinaire pour faire le côté technique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, faire vos remarques via le chat. Et moi, je relais vos questions auprès de Guillaume dans les temps de questions dédiés. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire proposé par l'ARB. On est une soixantaine d'inscrits. Je répète donc, on a coupé les micros et les caméras pour le confort de tous. Et Jules relaiera les questions. Le webinaire est enregistré, donc il sera mis en ligne ultérieurement. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'était donc prendre en compte les services écosystémiques avec l'occupation des sols à 2 dimensions, qui est un outil qui proposait une base de données géographique proposée par Géo de France. Et aujourd'hui, on va s'attacher à travailler la méthode qui permet de prendre en compte les services écosystémiques, les outils mis à disposition par l'Observatoire et illustration avec trois cas pratiques. Je vous fais une rapide présentation de l'Agence régionale de la biodiversité, dont le lancement officiel a eu lieu en septembre 2024, mais qui est opérationnel en fait depuis janvier 2023, et l'Observatoire existe même depuis 2010. Alors, il y a 5 objectifs opérationnels, donc fédérés notamment au travers des 13 partenaires associés aux membres fondateurs, qui sont l'ADREAL, le Conseil régional, l'OFB et les 2 agences de l'eau. Garantir la cohérence, notamment à travers de l'animation de groupes de travail transversaux. Communiquer, sensibiliser auprès du grand public et des publics plus avertis. Et finalement, favoriser la capacité d'ingénierie, et notamment par l'élaboration et la mise à disposition d'outils, comme on va le voir aujourd'hui. L'ARB est composé de 3 pôles. Un pôle connaissance que je présenterai un peu plus en détail dans la slide d'après. Un pôle mobilisation des acteurs, qui a notamment en charge les stratégies exotiques envahissantes, l'animation de réseaux d'animation air protégé, Natura 2000. Un pôle éducation-sensibilisation qui s'occupe notamment du déploiement des aires marines protégées, du label patrimoine naturel, qui est un label de qualité sur des ouvrages scientifiques, et bien sûr des stratégies de com et des réseaux sociaux. Le pôle connaissance a donc plusieurs partenaires associés, le Forum des marais atlantiques, le Conservatoire botanique de Bailleul, le Conservatoire d'espaces naturels, le Conseil régional. Et en interne, on gère notamment l'Observatoire régional de la biodiversité, qui produit des indicateurs depuis de nombreuses années. Et depuis quelques temps, nous produisons des fiches méthodes pour aider les territoires à s'approprier les méthodes et pouvoir les déployer à un niveau plus local. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le sujet, c'était la prise en compte des services écosystémiques dans nos territoires. Auparavant, il y avait une approche assez thématique, comme avec la loi sur l'eau en 92 ou la forêt au début des années 2000, où on avait une entrée vraiment par écosystème. Le but de cet outil, c'est d'avoir une approche qui est plus globale, plus intégrale, et notamment, on va s'appuyer sur cette base de données géographique qui est l'occupation des sols en 2 dimensions. Alors, au niveau de la prise en compte des services écosystémiques, avant 2016, c'était assez implicite, alors que depuis 2016, c'est explicitement dit dans le Code de l'environnement que les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit doivent être réduits ou compensés. Et bien sûr, éviter dans le premier terme de la séquence. Et donc, il y a eu plusieurs documents qui ont donné des lignes directrices à partir de 2013. Vous avez donc le document ligne directrice nationale de la séquence éviter, réduire, compenser qui en parlait.
Et depuis 2020, il y a eu plusieurs documents majeurs qui sont sortis. Un document de l'EFES, qui est assez technique, un guide qui est spécialisé sur les zones humides, et la DREAL Nord-Pas-de-Calais, DREAL Hauts-de-France, excusez-moi, a- avait commandé un guide qui était sur la prise en compte des services écosystémiques dans les incidences sur l'environnement. Et donc, c'est ce guide-là qui a servi de support pour développer une partie de la méthode et une thèse qui avait été faite précédemment. Je vais vous donc présenter aujourd'hui la matrice de capacité. Donc, c'est un travail qui est issu d'une thèse de 2018 qui, à l'origine, était déployée au niveau du PNR Scarpesco, étendue au Nord-Pas-de-Calais, puis aux Hauts-de-France. Sauf que cette matrice de capacité qui a été produite en 2018 s'appuyait sur un ancien référentiel qui n'est plus mis à jour. C'est pourquoi nous avons fait le choix de déployer cette matrice, de la refaire, mais sur une nouvelle échelle et un nouveau référentiel. Donc, il existe de nombreuses méthodes d'évaluation disponibles. Il n'y a pas de solution unique à privilégier, mais celle-ci a l'avantage de pouvoir évaluer 25 services écosystémiques d'un coup, avec en plus des pas de temps, vu que l'OCS2D, l'occupation des sols, a plusieurs millésimes. Donc le dernier en date, c'est 2021. C'est une approche facile à mettre en œuvre et, ça permet ça ne permet pas de se substituer à des études spécifiques comme des inventaires de flore, des études hydrologiques, bien sûr. Donc, en 2024, nous avons pris un stagiaire, Thibaut Silor, qui a travaillé 6 mois sur la mise à jour de cette méthode. Il a, avec quelques modifications par rapport à la méthode de 2018, donc le référentiel géographique utilisé et la liste des services écosystémiques évalués. Cette méthode est utilisée ailleurs en France, notamment le PNR de Brière dans Loire-Atlantique, et il y a une adaptation au niveau national en lien avec le référentiel CARAB, la cartographie nationale des habitats naturels, mais ce sera à l'échelle des biogéorégions. Donc ce sera le nord de la France, la Normandie jusqu'à la Bretagne. Et ça couvrira beaucoup moins de services écosystémiques que nous le faisons. Alors pour rentrer un peu dans le vif du sujet, rappel sur les services écosystémiques. C'est un concept défini comme étant les biens et les services que les hommes peuvent tirer des écosystèmes, directement ou indirectement, pour en assurer le bien-être. Alors, on les sépare généralement en 3 grandes familles: les services d'approvisionnement, qui produisent du bois, des matières premières, de la viande, de l'eau; les services de régulation, qui permettent d'absorber le CO2, la pollinisation; le nursery, pour refuge pour la biodiversité; les effets de régulation sur la chaleur; et finalement les services culturels, ce qu'on appelle aussi les aménités. C'est tout ce qui apporte du bien-être aux êtres humains. Alors, pour faire cette matrice de capacité, on a d'abord sélectionné 25 services écosystémiques, 9 services d'approvisionnement, donc qui sont notés SA1 à SA9, vous avez ici, avec des services de production végétale, animale, alors domestique, mais aussi sauvage, production d'eau douce, protection de matériaux et de fibres, et biomasse à vocation énergétique. Nous avons 12 services de régulation, régulation de la composition atmosphérique, la qualité de l'air, régulation des ravageurs, pollinisation, maintien de la qualité de l'eau, des sols, contrôle de l'érosion et contrôle des îlots de chaleur. Et 4 services culturels, les emblèmes ou symboles présents, passé, futur, l'esthétique, activités récréatives et connaissances et éducation. Donc il y a quelques services écosystémiques qui ont été modifiés par rapport à la précédente mouture, et notamment nous avons ajouté un service en lien avec la régulation de la chaleur et du climat local. Ça nous est apparu comme étant un enjeu très présent aujourd'hui. On s'appuie aussi donc sur des habitats. Alors je vais détailler après l'occupation des sols en 2 dimensions, mais c'est un référentiel qui est très précis, voire trop précis pour nous. Donc on a dû faire une simplification typologique.
on a limité à 32 habitats, donc qui sont répartis en 6 grandes familles: les habitats aquatiques, les habitats herbacés prairiaux, donc tout ce qui est végétation rase, les habitats urbains, les habitats marins et littoraux, les habitats forestiers et les habitats agricoles. Donc voilà la liste des habitats qui ont été retenus. Je vais présenter rapidement l'occupation des sols en 2 dimensions derrière. Donc en 2 dimensions, pourquoi? Parce qu'il y a 2 entrées. Il y a une entrée couverte de sol, comme vous pouvez le voir ici, donc avec les surfaces revêtues, stabilisées, imperméabilisées. En jaune, les sols nus, les surfaces en eau, les formations arborescentes, les formations arbustives et les formations herbacées. Donc là, c'est 33 classes au niveau le plus fin, pour le couvert de sol. En termes d'usage, on est sur 53 classes. Donc nous avons tout ce qui est activités de production primaire, les activités économiques, les services et usages collectifs, tout ce qui est en lien avec les transports, donc les infrastructures linéaires. En rouge, vous avez tout ce qui est habitat, les usages temporaires, les friches et les chantiers, et les usages indéterminés. Et donc le croisement de couverts et d'usage de sol donne normalement 1750 cases possibles. Donc là, les 1750 cases ne sont pas remplies, ça correspond à l'ensemble du tableau. Et en réalité, il n'y a que 750 codes utilisés. Mais c'est encore trop pour nous, puisque si on doit évaluer 25 services écosystémiques par rapport à ces 750 codes, ça ferait 18 000 cases à remplir. Et donc, ça à remplir manuellement par des experts, ce serait totalement impossible. D'où le travail de simplification. Donc, une fois qu'on a simplifié avec cette typologie en 32 habitats, finalement, vous retrouvez une première colonne qui correspond aux habitats très imperméabilisés ici, que ce soit de la route ou des constructions, et ainsi de suite. Donc les codes couleurs permettent de voir comment nous avons dispatché les habitats simplifiés. Ensuite, une fois que nous avons défini les services écosystémiques à évaluer et les habitats dans lesquels on va les évaluer, nous avons convié une trentaine d'experts. Donc on a essayé d'être le plus exhaustif possible au niveau géographique, mais aussi au niveau compétences. Et pendant 2 ateliers en juillet 2024, ils ont dû se prononcer sur le remplissage de la matrice. Donc on a fait venir des gens d'à peu près tous les domaines, des bureaux d'études, chambres consulaires, des écologues, des services de l'État, des urbanistes, universités, des PNR. Voilà, toutes les personnes qui étaient conviées. Et pour remplir la matrice, donc vous avez en ligne les habitats, donc les grandes cultures, les forêts, les milieux littoraux, les milieux urbains. Et en colonne, vous avez les services écosystémiques. Et le travail des experts était de noter entre 0, la capacité nulle à fournir un service écosystémique, jusqu'à 5, la capacité très élevée à fournir un service écosystémique. Il fallait remplir ces 800 cases de la matrice. Une fois que chaque expert s'était prononcé sur les 800 cases, il devait en plus, pour chaque service et pour chaque habitat, dire s'il était à l'aise ou pas du tout à l'aise sur cette thématique ou sur cet habitat. Ça permettait de pondérer les scores. Et quand les 30 matrices étaient remplies, il y a eu un travail de statistique et il y a une matrice finale qui a été produite, c'est celle-ci. Donc plus c'est bleu, moins l'habitat rend le service, et plus c'est rouge, plus l'habitat rend le service écosystémique. Donc avec une note qui va de 0 à 5. Il existe aussi une matrice haute et une matrice basse qui sont finalisées maintenant et qui peuvent être utilisées, par exemple, si vous travaillez sur des habitats qui sont très dégradés, on prendra plutôt la matrice basse, et sur des habitats qui sont en très bon état, la matrice haute. En général, on utilise la matrice moyenne, c'est celle-ci. Donc voilà sur comment on a fait la matrice. Voici le rendu possible. Donc vous avez plusieurs rendus, vous avez des cartographies, vous avez là l'échelle des Hauts-de-France sur la capacité d'absorption des polluants atmosphériques et ici la capacité d'approvisionnement en eau douce. Vous avez aussi les bouquets
qui sont très utilisés, notamment dans certains PNR pour faire des dossiers de subventions, par exemple. Ça permet d'avoir un état des services écosystémiques par grand type d'habitat. Donc là, vous avez les habitats urbains, c'est ce qu'on appelle un bouquet de services. Plus le pétale est long, plus le service est rendu. Donc les habitats urbains rendent peu de services d'approvisionnement, un peu plus de services culturels et peu de services de régulation. Ce sont les forêts, sans trop de surprise, qui rendent le maximum de services, que ce soit en services culturels, en services d'approvisionnement ou services de régulation. Les habitats littoraux rendent nombreux services culturels, mais finalement peu d'approvisionnement et un peu de régulation. Nous avons donc produit 2 fiches méthodes suite à ça pour pouvoir exploiter la matrice et les mettre à votre disposition. Donc une fiche méthode sur l'évolution des services écosystémiques et une autre sur comment faire des bouquets de services écosystémiques. Et nous allons nous faire un premier stop pour savoir si vous avez des questions avant d'aller plus loin. Je comprends que des fois c'est un peu difficile, cette partie technique. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Et si besoin, on peut aussi déverrouiller votre micro juste le temps d'une question si c'est plus simple à expliquer à l'oral qu'à l'écrit. Tout à fait. Si vous avez tout compris, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir repasser à la suite. Bien, continuons alors. Alors, les outils mis à disposition. Là, vous avez un QR code qui permet d'accéder à l'ensemble des fiches, parce que j'en profite pour signaler qu'il existe 29 fiches méthodes déjà disponibles sur le site de l'Observatoire, avec parmi les sujets traités, densité linéaire de haies, l'aléa ruissellement contexte urbain, surface des espaces végétalisés, l'écoulement estival des cours d'eau, la part en surface toujours en herbe, et de nombreux autres. Et pour revenir au sujet, donc 2 fiches méthodes créées, une sur la création de bouquets de services et l'autre sur l'évolution des services écosystémiques entre 2 dates de l'occupation du sol. Sachant que pour les dates d'occupation des sols, c'est 2010 pour l'Aisne, la Somme et l'Oise. Il existe donc 2 millésimes, 2010-2021. Et pour le Nord et le Pas-de-Calais, il existe 2005, 2015 et 2021, avec même des plus précis pour la métropole européenne qui dispose de 5 millésimes, la métropole de Lille. Donc, la possibilité d'avoir de voir bien l'évolution des services écosystémiques au fil du temps. Donc, ces fiches méthodes, elles sont toujours accompagnées d'une aide à la lecture, donc, qui vous explique comment sont structurées ces fiches avec une partie présentation, des exemples d'illustration, une partie jeu de données, une partie calcul et une partie annexe. On va revenir en détail juste après. Il y a toujours mon mail qui est normalement en bas de la fiche et il ne faut pas hésiter à me contacter. Je suis joignable par mail pour donner des explications complémentaires si jamais vous avez un problème. Pour la fiche sur les bouquets de services, donc, vous avez toute la partie explicative qui reprend les grandes lignes de la thèse de Sylvie Campagne, qui est à l'origine de cette méthode. La formule simplifiée que vous pouvez voir ici, les suggestions d'illustration comme je l'ai montré. Vous avez un chiffre régional qui permet généralement de se situer un peu où est votre territoire par rapport à la région. Les indicateurs que vous pouvez retrouver en lien, donc ce sont d'autres fiches qui sont téléchargeables, comme l'évolution de l'occupation des sols ou l'évolution temporelle des services écosystémiques dans un territoire. La question à laquelle répond l'indicateur et les jeux de données nécessaires à la production de cet indicateur. Dans la partie calcul, vous allez retrouver un petit schéma qui explique succinctement la méthode.
Vous allez aussi trouver l'échelle d'utilisation, donc c'est important. Par exemple, Carab, c'est du 1,25 milliels, c'est pas adapté pour une utilisation à l'échelle communale, c'est très bien pour du département. L'OCS2D est beaucoup plus fine par contre. C'est 5000 mètres carrés l'usage et 2500 en milieu urbain. Vous retrouvez donc la liste de tous les services écosystémiques qui sont évalués, la grille de notation et les références bibliographiques à retrouver, notamment les guides dont je vous ai parlé au début. Une fois que vous avez lu cette fiche, vous avez un modèle QGIS. Donc un modèle QGIS, c'est une chaîne de traitement automatisée. Vous rentrez d'un côté des éléments et il vous ressort le calcul tout fait, le résultat de l'autre côté. Donc là, pour les services écosystémiques, vous n'avez besoin que de deux choses. L'occupation des sols en deux dimensions téléchargeables sur Géo-de-France, donc soit à l'échelle départementale, soit à l'échelle régionale. Et le deuxième élément dont vous avez besoin, c'est le périmètre sur lequel vous voulez travailler. Donc ici, j'ai chargé le périmètre de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole. Si vous rentrez l'ensemble des communes, il va calculer l'indicateur pour chacune des communes et pour l'ensemble du territoire. Donc voilà un modèle pour vous expliquer. Soit vous le lancez manuellement et dans ce cas-là, c'est un petit peu opaque ici parce que vous avez justement toute la partie technique. Soit vous pouvez le lancer directement à partir de la boîte à outils et là, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc en jaune, sur le modèle, vous avez les données en entrée, donc l'occupation des sols et votre périmètre d'étude. En rouge, vous avez des traitements préparatoires. En bleu-vert, vous avez la chaîne réelle de traitement, ce qui permet de calculer l'indicateur. Et en vert ici, vous avez deux couches de sortie. Donc comme j'expliquais, tout d'abord, vous avez le résultat à l'échelle du territoire et après à l'échelle des sous-unités. Par exemple, si vous rentrez les 5 départements, vous avez les 5 départements et la région Hauts-de-France. Si c'est à l'échelle d'un EPCI, vous avez toutes les communes et à la fin, le résultat à l'échelle de l'EPCI. Ce qui permet de voir comment se situe chacune des communes par rapport au territoire auquel elle appartient. Donc, comme je disais, si vous le mettez en mode boîte à outils, voilà, l'interface est beaucoup plus simple. Vous avez juste à remplir chacune des cases et cliquer sur exécuter. Et là, par exemple, pour la commune, l'agglomération de Valenciennes, ça a pris 1 minute pour faire le traitement et vous avez les 25 services écosystémiques qui sont évalués d'un seul coup. Par défaut, voilà, après avoir rentré les informations, donc là, c'est le service écosystémique régulation du climat. C'est celui qui sort par défaut, mais tout est calculé dans la table attributaire. Et vous avez pour chacune des communes comment le service est rendu dans cette commune. Et après, vous avez le résultat à l'échelle de toute l'agglomération. Avec ce package-là, vous avez aussi un script R. C'est le script qui vous permet de créer le bouquet de services. Donc, à partir de la table attributaire, il est possible de faire ça. Il faut avoir une certaine compréhension quand même de R et RStudio, même si le script est fourni fonctionnel. Et il faudra faire attention à certains écueils. Donc, une fois que vous avez fini, vous exportez en PDF. Vous transmettez à votre chargé de com et voilà ce qu'on peut en faire une fois mise en page correctement. Donc voilà pour la partie outils. Si vous avez des questions pareilles, je suis à votre disposition. Sinon, on va passer directement à la partie cas pratique. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Juste vous dire que je vous ai mis le lien vers le site de l'Observatoire sur lequel vous pouvez retrouver les fiches méthodes dans le chat aussi également, si vous n'avez pas eu le temps de flasher le QR code. Merci Jules. Donc, je vais développer 3 cas pratiques. Le premier, c'est l'évolution des services écosystémiques, justement, dans la communauté d'agglo. Juste Guillaume, Ah, peut-être oui. juste avant que tu enchaînes,
Une question sur est-ce que tu peux redonner le nom du plugin dont tu as parlé? Alors, le plugin dont j'ai parlé, eh ben, en fait, ce sont des modèles que je fournis qui sont téléchargeables sur le site de l'Observatoire. Quand vous téléchargez la fiche, c'est un fichier zip. Dedans, vous allez trouver le PDF explicatif, la grille de lecture, le modèle QGIS et le script R. Enfin, le script R, je ne l'ai pas encore mis. Et une fois que vous avez téléchargé ça, il suffit dans QGIS d'ouvrir le modeler et de charger le modèle. Voilà. Très bien, c'est bon. Tu as répondu à la question. Et autre question aussi, est-ce que tu peux réexpliquer l'usage sur QGIS? Alors, bien sûr, je vais revenir. Alors, ici, comme je disais, pour charger le modeler, vous allez dans Traitement, Modeler, ici. Ça va ouvrir une autre page. Après, vous cliquez sur Ouvrir et vous ouvrez le modèle. Il va apparaître comme ça, le modèle, normalement. Pour l'exécuter, vous appuyez sur Lecture. Et dans ce cas-là, vous avez cette boîte de dialogue qui apparaît. Donc, cette boîte de dialogue est renseignée. Il y a une partie Aide ici qui reprend les éléments dont on a besoin. Ici, c'est bien indiqué, par exemple, ici, c'est pour charger le fichier de symbologie, pour que, une fois le calcul fait, vous avez la bonne symbologie qui s'affiche. Donc le fichier de symbologie, là, chargez la couche OCS2D que vous avez téléchargée chez Hauts-de-France, et ici, votre zone d'étude, le périmètre sur lequel vous voulez calculer les indicateurs. Donc ça peut être un maillage, ça peut être n'importe quoi, c'est vous qui fournissez. Un ensemble de communes, un carroyage sur une maille de 1 km ou de 100 mètres carrés, il n'y a aucun problème. L'échelle d'utilisation, ça va jusqu'à la parcelle, à cause vu que l'OCS2D est relativement précis. Et vous avez 2 couches qui sont sorties. Donc, c'est bien expliqué dans le PDF à quoi elles correspondent. Vous avez une couche sur les services écosystémiques au niveau infra, donc la maille la plus fine. Et vous avez le périmètre complet de la zone d'étude pour lequel vous avez un autre score qui est calculé. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, ça a l'air. Tu as un merci beaucoup. Et n'hésitez pas, comme je dis, hein, c'est g.berthaud@enrx.fr. Il faut m'envoyer des mails et je réponds très très vite. Donc, cas pratique sur l'évolution des services écosystémiques dans la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole. Donc, je reprends rapidement. On part de l'occupation des sols. Donc, le modèle associe automatiquement une table de conversion pour transformer les habitats de l'OCS2D en habitats simplifiés. Puis, le modèle associe la matrice de capacité à ces habitats associés et ça permet de calculer donc, les services écosystémiques. Donc là, c'est la régulation du climat et de composition atmosphérique en 2005. J'ai fait ce même calcul en 2015, puis en 2021, puisque l'OCS2D dispose de 3 millésimes, comme je l'expliquais, pour la région, enfin pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Pour l'Oise, la Somme et l'Aisne, vous ne disposerez que de 2 dates pour l'instant, mais il est prévu déjà une actualisation 2024 de l'OCS2D. La matrice de capacité est compatible avec le millésime 2024, bien entendu. Donc ça vous fera 3 dates pour l'ancienne Picardie et 4 dates pour le Nord et le Pas-de-Calais. Donc on voit bien, je reviens en arrière, on voit bien l'évolution en fonction de l'occupation des sols, donc du service rendu de régulation du climat et de la composition atmosphérique. Avec des endroits où, par exemple, ici, là, vous avez une tache verte qui apparaît. C'était auparavant une zone qui était nue, qui est revégétalisée depuis, et donc le meilleure capacité à rendre le service écosystémique, on voit une évolution. Là, je compare aux résultats que je vous ai présentés il y a quelques slides, qui étaient à l'échelle communale, et là, c'est un rendu à la maille de 125 mètres. Donc ça permet de pouvoir travailler à l'échelle d'un quartier ou de s'affranchir d'une zone administrative pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin.
En termes de score, donc on a une capacité entre 2005 et 2021 qui a été réduite de 3,9% pour la régulation du climat et de la composition atmosphérique. Donc on a une perte sur l'ensemble du territoire à l'échelle de toute l'agglomération Valenciennes Métropole, donc d'environ 3,9% pour ce service-là. J'ai calculé le même chose entre 2005 et 2021 pour le service de pollinisation. Là, la perte est de 3,6% environ, avec voilà, les endroits en jaune, il n'y a pas eu de changement d'occupation des sols, donc le service n'a pas été altéré. Une partie où il y a eu des travaux et ça a entraîné donc une perte du service, et des endroits où il y a eu de revégétalisation qui ont amené une augmentation de ce service. Pour la capacité de lutte contre les îlots de chaleur urbains, le service numéro 12, la capacité a été réduite de 3,7% entre 2005 et 2021. Donc, vous n'avez pas exactement le même rendu, c'est normal que la carte précédente. Vous voyez ici, là on a perdu en pollinisation, mais on a gagné en lutte contre les îlots de chaleur urbains. Donc en fonction comment dire, des écosystèmes qui se sont développés entre-temps. Et la plus grosse perte au niveau de Valenciennes Métropole, c'était pour le service de production animale alimentaire élevée, donc la production de viande domestique, où celui-ci, la capacité a été réduite de 8,1% sur la période 2005-2015. Donc voilà pour le premier exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais enchaîner avec un deuxième exemple. Donc, je n'ai pas traité les 25 services écosystémiques à chaque fois. Je vous ai montré des cas les plus typiques. Le deuxième exemple, c'est en conditions réelles, c'est la DDT de l'Oise qui conduit une expérimentation pour faciliter la transition foncière aux territoires ruraux. Ce travail a été engagé en 2024 et il a vocation de créer une méthode réplicable facilement en vue d'une diffusion, et c'est encouragé par l'appui financier de la dotation générale de décentralisation. Donc le but, il y a une commune test qui s'est portée volontaire, c'est Cire-les-Mélos dans l'Oise. Cette commune aimerait pouvoir utiliser une partie de son foncier et le réaffecter quand il est disponible. Et elle avait trois enjeux majeurs identifiés sur la commune. Il y avait un enjeu de ruissellement, parce qu'il y a une coulée de boue qui est récente. Un enjeu de biodiversité, il y a des zones Natura 2000 à proximité, et des enjeux d'agriculture, avec des zones aidées par la PAC et de nombreux agriculteurs, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc, une fois qu'on a identifié les enjeux, parmi tous les services écosystémiques qui sont évalués, donc les services d'approvisionnement, là, ils sont en orange, en jaune, la régulation, et en bleu, les services culturels. On a sélectionné 3 services pour qualifier le ruissellement. Donc, il y avait protection contre les tempêtes, régulation des inondations et des crues, et maintien de la qualité et contrôle de l'érosion. Pour les enjeux de biodiversité, il y a 4 services écosystémiques qui ont été retenus. Les ressources végétales et fongiques alimentaires sauvages, ressources animales alimentaires sauvages, offre d'habitat, de refuge et de nurserie, et pollinisation, dispersion des graines. Pour les enjeux agriculture, nous avons pris la production végétale alimentaire, la production animale alimentaire, les ressources secondaires pour l'agriculture, donc l'alimentation directe, tout ce qui est fourrage, la régulation des ravageurs, la pollinisation et dispersion des graines, et le maintien de la qualité des sols. Et on s'est attaché uniquement à travailler que sur ces services-là. Alors, l'établissement public foncier local de l'Oise et de l'Aisne a mis en place une méthode pour repérer des gisements potentiels. Et sur la commune, elle a repéré 19 gisements. Donc 2 friches d'activité, 5 friches d'habitat, 8 terrains nus et 4 terrains divisibles. Donc ils ont été repérés là. On m'a transmis les périmètres. Et donc pour chacun des périmètres, on a calculé la capacité rendue par ces parcelles pour les services écosystémiques. Donc voilà la localisation dans le village des parcelles. Et voilà le score pour, par exemple, le contrôle de l'érosion des sols.
Donc, il y a certaines parcelles qui rendent très très bien le service et d'autres qui le rendent moins. Donc, s'il y a besoin de construire, il faudra peut-être plus utiliser les parcelles qui rendent moins le service. De même pour le service numéro 10, qui est la protection contre les tempêtes. Vous avez certaines parcelles où le service est très bien rendu et d'autres où l'évaluation montre que le service est moins bien rendu. Et le troisième service pour régulation inondation des crues, pareil, là, il n'y a aucune parcelle qui rend le service très bien. Vous avez plutôt de nul à faible à moyen. Donc, comme chaque enjeu est évalué, l'après la mairie peut se positionner et savoir quelles sont les parcelles les plus facilement utilisables pour conserver des atouts contre l'érosion des sols, par exemple. Et là, c'est l'évolution du score contrôle de l'érosion des sols. Donc, il y a peu de changements, sauf sur certaines parcelles où il y a une évolution des sols entre 2010 et 2021. Il y a possibilité de faire de la prospective. Si on modifie l'occupation des sols des parcelles, on peut estimer le gain ou la perte de services écosystémiques pour certains quartiers, certains secteurs, donc jusqu'à la parcelle sur la commune. Donc s'il y a des questions, avant que j'entame le troisième exemple. Non, pour l'instant, tu n'as pas de questions. Pas de questions. Très bien. Donc le troisième exemple, c'est un projet de mise en 4 voies, un contournement entre Hasbrook et Renescure, qui a été rendu d'utilité publique en juillet 2021. Donc là, c'est une démonstration de faisabilité sur un projet réel. J'ai repris les éléments du projet et j'ai appliqué la méthode pour voir ce que ça donnait. Donc, dans le cadre d'aménagement de nouvelles infrastructures, il y a différents zonages à prendre en compte, notamment le périmètre de déclaration d'utilité publique, les zones impactées temporairement par les travaux, donc l'endroit où vont passer les véhicules, et l'emprise finale de l'aménagement. Donc voilà différents niveaux. Si on illustre un peu mieux, voilà par exemple la création d'une route entre deux routes principales. Donc, à savoir où va-t-on positionner le tracé de la route? Est-ce qu'on va le positionner en lisière de forêt? Ou est-ce qu'on va faire passer plutôt dans la forêt ou dans la prairie? Donc, pour la suite de l'exemple, je me suis limité uniquement à calculer pour le tracé en noir l'impact sur les services écosystémiques. Je n'ai pas fait l'étude complète qui aurait nécessité de prendre en compte la bande avec les infrastructures temporaires le temps du chantier. Donc voilà le couvert du sol de l'emprise entre Hasbrook, ici à l'est, et Arc, et à l'ouest. Il y a eu plusieurs scénarios envisagés. Donc le premier qui dit tracé historique, qui fait un peu plus de 13 km, qui contourne Wallon-Capelle par le nord, Renescure par le sud. Un tracé mixte qui contourne Wallon-Capelle par le sud et Blinguem par le sud et Renescure par le nord. Donc celui-ci faisait aussi 13 km. Un autre qui est le tracé sud, qui fait 12 km 800. Un tracé nord qui fait 13 km 300. Et un tracé dit V2 qui est partiel, puisque à partir de Renescure, il reprend l'ancienne route ici. Donc il nécessiterait aussi d'autres aménagements, mais dont l'impact serait limité sur ce tronçon-là, vu que la route est déjà existante. Et ce tracé-là fait 9 km 500. Voilà l'ensemble des tracés confondus pour bien les matérialiser tous en même temps. Donc là, le but, c'était d'évaluer l'impact sur les services écosystémiques. Donc, j'ai fait travailler le modeler dessus et j'ai eu les résultats suivants. Donc ça, ce sont des résultats bruts
non proratisé à la surface impactée. C'est pour vous montrer que le tracé le plus court, en résultat brut, effectivement, il a un impact moindre. Sauf que la méthode proratise le résultat à la surface et donc ça permet d'être indépendant de la surface qui est impactée. Voilà le résultat proratisé. Donc ici, il faut bien comprendre qu'il faut choisir le tracé qui rend le moins bien le service. Donc le tracé dit V2 est classé 12 fois sur 12 pour les scores de régulation. Il est classé 12 fois comme ayant la moins bonne capacité. Donc le tracé violet est toujours en dessous des autres. Donc pour l'instant, on peut dire que sur les services de régulation, en tout cas, c'est ce tracé-là qu'il faudrait privilégier, vu qu'il impacterait moins les services écosystémiques. Alors au contraire, le tracé sud, qui est en jaune, il est 11 fois sur 12, donc sur les 12 services évalués, 11 fois, c'est le tracé qui a les meilleures capacités à fournir des services écosystémiques. Donc si vous passez sur le tracé sud, vous risquez d'impacter beaucoup plus les services que si vous passez sur le tracé V2. Pour les scores d'approvisionnement, c'est pareil, je vous ai mis les scores bruts. Donc on a toujours le tracé V2 qui est inférieur puisque la distance est moindre. Mais une fois ramené, une fois proratisé, on se rend compte qu'une fois de plus, le tracé V2, il est classé 3 fois comme ayant la meilleure capacité. Donc ici, le tracé V2 pour le service de production végétale alimentaire, donc tout ce qui est grande culture. Le numéro 6, c'est les matériaux et fibres et biomasse à vocation énergétique. Donc si vous avez des enjeux de production, d'autonomie alimentaire, de production de céréalière ou de choses comme ça sur votre territoire, celui-ci sera plus impactant. Si vous avez envie de mettre une filière de bois énergétique, par exemple, faut savoir que c'est aussi ce tracé-là qui sera, si vous construisez sur le V2, ce sera le plus impactant pour cet enjeu-là. Donc ce sont des choses à prendre aussi en fonction des enjeux de votre territoire. Et toutefois, donc le tracé V2 est 4 fois, dans 4 services d'approvisionnement, il est classé comme étant le moins bon. Donc ça reste malgré tout le meilleur tracé à prendre. Et le tracé sud est classé 6 fois sur 9 comme ayant la meilleure capacité à fournir des services d'approvisionnement. Donc là, je refais une petite synthèse. Sur 25 services évalués, nous avons 20 fois le tracé V2 qui a les moins bons scores de services écosystémiques. Et donc, si vous tracez votre route à cet endroit-là, vous aurez un moindre impact. Le tracé sud, 21 fois sur 25, a les meilleurs scores de services écosystémiques. Donc, si vous prenez ce tracé-là, vous impacterez forcément beaucoup plus les services écosystémiques. Et je vous remercie de votre attention. J'ai fini pour ma partie. Donc, je vous ai remis le QR code pour les fiches méthodes. Et sinon, celui-ci permet de revoir le webinaire sur l'occupation des sols en 2 dimensions et la biodiversité, une approche stratégique pour la gestion durable des territoires, où je présente d'autres fiches, notamment des fiches sur le ruissellement, l'aléa ruissellement en milieu urbain, la fragmentation, et voilà. Et j'aurai besoin de vous une dernière fois. Ce sera pour un petit questionnaire à remplir si vous le souhaitez. L'enquête est anonyme, ça dure 5 à 10 minutes et c'est sur comment vous avez perçu le webinaire, comment vous avez perçu les outils et ce que vous en pensez, si vous les avez déjà utilisés. Voilà, je vous remercie, je suis à votre écoute si vous avez des questions. Alors, je vous ai mis aussi du coup le lien du questionnaire dans le chat et Guillaume, tu as plusieurs questions. Une première question de Cyril Pradal qui te demande si l'exercice il a aussi été fait pour mesurer les plus-values ou moins-values en termes de services écosystémiques du canal Seine Nord Europe. Alors non, ça n'a pas été fait par moi.
Et le guide de l'Adréal date de 2021. Je ne suis pas sûr qu'il était. On n'avait pas encore de base de données géographique avec le tracé impactant. Donc, ce serait un travail à faire maintenant. Effectivement, ça pourrait être fait avec la nouvelle occupation des sols en 2 dimensions. Ça n'a pas été fait pour le moment. Merci Guillaume. Ensuite, tu as une question de Laetitia Roux qui te demande est-ce que dans ce genre de projet, la perte de capacité de services écosystémiques serait quantifiée pour la prendre en compte lors de la compensation environnementale? Oui, c'est possible. Alors après, ça n'empêche pas d'avoir d'autres, comment dire, d'autres approches, notamment des inventaires faune-flore, pour savoir qualitativement ce qui est perdu et comment on doit le compenser. Mais ça permet en tout cas pour la compensation environnementale, ça permet d'avoir un équivalent. Alors c'est plus quantitatif que qualitatif. C'est pour ça que je dis qu'il est nécessaire de compléter généralement avec des études plus spécifiques. Mais oui, tout à fait. Ouais. Après, tu as deux questions, Lady Loubry. La première, c'est pourquoi ne pas s'appuyer sur la route existante vis-à-vis de l'exemple que tu as montré, et puis je te poserai la deuxième ensuite. Là, c'était comment dire, un proof of concept, ce qu'on appelle, c'était utiliser un cas réel pour déployer la méthode. Si j'avais voulu vraiment déployer la méthode jusqu'au bout, j'aurais dû aussi utiliser, je disais, la bande plus large avec les espaces temporairement utilisés pour les travaux, ce que je n'ai pas fait. Et c'est pas moi qui ai choisi de faire le contournement. J'ai voulu prendre un exemple concret qui va arriver. Mais voilà. Très bien, merci. Et sa seconde question, c'était dans l'exemple précédent, des parcelles intra-urbaines ont-elles vraiment des intérêts pour limiter l'érosion des sols? Dans ton deuxième exemple dans l'Oise. Alors, là, le travail, le but, c'est de pouvoir comparer entre elles les parcelles. Alors, clairement, elles n'auront pas l'impact d'une forêt au niveau maintien du couvert de sol. C'est clair. Le but, c'est de pouvoir hiérarchiser ces 19 parcelles les unes par rapport aux autres. Euh, donc, on avait besoin d'avoir des métriques qui permettaient de la comparaison. Clairement, le gros enfin, comment dire, pour la protection des sols, le mieux, c'est de ne pas imperméabiliser. Ça va être d'autres pratiques, des changements dans les pratiques. Mais là, ça permettait à la mairie de pouvoir, sur un certain nombre d'enjeux, de hiérarchiser les parcelles entre elles. C'était surtout ça que l'objectif de cette étude. Merci pour ta réponse. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, mais n'hésitez pas. Et puis, si vous avez le temps de répondre aux questionnaires qu'on a partagés, ça aidera le travail de Guillaume pour aussi adapter les fiches méthodes et ce type de webinaire qui vous est proposé. Tout à fait. Que ce soit sur les sujets abordés, parce que dans le questionnaire, je pose aussi les questions sur si vous avez des attentes sur des thématiques particulières, les milieux humides, les corridors écologiques, quelles sont les pistes d'études, d'indicateurs à vous fournir, clé en main. Il y a une question de Pascal Dossy qui demande le nom de la fiche méthode pour l'utilisation de QGIS. Le nom de la fiche méthode pour l'utilisation de QGIS. Alors, chaque fiche méthode est accompagnée d'un modèle. Donc, les 2 fiches sur les services écosystémiques sont équipées de modèles. Elles ont chacune leur modèle, en fait. Il y a un modèle par fiche. Sachant que les anciens modèles doivent être repris, puisque la version de QGIS évolue, il y a de nouvelles fonctionnalités, qu'on a développé les compétences, donc on va les reprendre au fur et à mesure. Et le questionnaire va aussi permettre de voir quelle orientation on prend avec les fiches, s'il y a besoin de faire des modifications avant de les remettre à disposition ou si c'est suffisant en l'état.
Et comme je le disais, hein, n'hésitez pas à me contacter si vous avez le moindre problème, je serai là pour vous aider. Et il y a Maximilien qui demande le titre de la fiche, mais donc je pense que c'est le nom des deux fiches dont tu as parlé, c'est Alors, quand vous affichez, normalement, c'est trié par ordre chronologique. Ce sont les 2 dernières fiches qui sont sorties sur les services écosystémiques. Elles sont sorties en 2024. Vous avez un filtre, quand vous recherchez les fiches où vous pouvez mettre l'année ou ah 2025 même. donc vous avez la fiche méthode capacité d'un territoire à rendre des services écosystémiques sur la création de quête de services et C'est la ça, seconde, c'est l'évolution temporelle de la capacité d'un territoire à rendre des services écosystémiques. tout à fait. Et n'hésitez pas à relire à lire le guide, qui est fourni par l'Adréal. Alors, je vais essayer de retrouver vite fait la page. C'était au tout début. Hop. Le guide, en fait, est fait, pour être utilisé au niveau national. Dedans, il reprend comment faire une matrice. Hop, on y est. Il est là, il est là. Voilà, le guide ici. Guide pour la prise en compte des services écosystémiques dans les évaluations des incidences sur l'environnement. Et donc, il y a toute une partie qui reprend comment faire une matrice, sauf que là, nous l'avons déjà fait pour vous. Et après, il y a toute une partie qui explique comment utiliser la matrice. Et donc, c'est plutôt ce que j'ai fait là, le dernier cas sur le contournement d'Hasbrook, Renescure, et qui est une illustration pratique de ce que vous propose le guide. Et donc la méthode là, hein, je reviens sur certains points, mais c'est pas du tout une évaluation type monétaire, c'est pas une monétarisation des services écosystémiques, c'est plus une forme de hiérarchisation. Alors pas entre eux, mais ça permet voilà, de différencier, de hiérarchiser certaines parcelles, certains territoires et voir l'évolution des services. Je vous ai remis dans le chat le lien vers le guide que Guillaume vient de mentionner. Et donc la méthode est connue de l'Adréal, vu que c'est eux qui avaient commandé le guide, et c'est vraiment quelque chose que eux connaissent et comprennent. S'il n'y a plus de questions, je me tiens à votre disposition pour toute question qui vous viendrait en tête par la suite. Laetitia Roux qui te demande pour accéder aux jeux de données, c'est sur le site de l'Observatoire. Alors, le site de l'Observatoire n'héberge que les fiches méthodes. Donc, dans la partie publication, vous tapez fiches, vous faites recherche. Et dans la fiche méthode, il y a toujours une partie explicative sur où trouver les données. Alors, donc, voilà, par exemple, sur la fiche méthode sur la création de bouquets de services, ça c'est la première page. Sur la deuxième page, les parties en bleu, ce sont les jeux de données qui sont nécessaires à la production de l'indicateur. Donc le jeu de données numéro 1, je l'ai appelé couche d'études. Donc ça, c'est à vous de le fournir. C'est le périmètre de votre PCI, c'est le périmètre sur lequel vous travaillez, avec éventuellement un découpage infra. Par exemple, une commune, vous pouvez la découper par quartier. Il n'y a aucun problème. Et le deuxième jeu de données qu'on a besoin, c'est la couche d'occupation des sols. Et avec le lien de téléchargement ici qui est disponible, qui vous renvoie vers Géo-de-France, où vous pouvez télécharger la version départementale ou régionale, ça dépend à l'échelle à laquelle vous travaillez. Voilà, ce sont les deux seuls fichiers dont vous avez besoin. Le troisième fichier, c'est la symbologie et il est fourni dans le zip.
Et c'est juste une classification de 1 à 5 avec un code couleur. Et tu as une autre question, c'est d'Audrey Sladkowski. Quelle est la capacité nécessaire minimale de l'ordinateur pour tourner le modèle? Ça va dépendre du territoire à l'échelle auquel vous travaillez. Là, j'avais noté le temps pour calculer les 25 indicateurs à l'échelle de la communauté d'agglo de Valenciennes, il m'a fallu 1 minute 15. Alors j'ai un gros ordinateur, mais 1 minute 15, c'est vraiment, enfin, sur un ordinateur classique, vous serez à moins de 5 minutes normalement. Et après, il y a toujours possibilité. Alors, je vais le montrer là. Quand vous lancez le modèle, ici, vous avez un bouton qui s'appelle exécuter comme processus d'un lot. Et en fait, ce bouton-là, ça vous permet de découper votre territoire en plus petits morceaux et de passer chaque petit morceau un par un. Et à la fin, vous avez bah, toutes les sous-unités qui ont été traitées une par une, ce qui permet d'alléger énormément le temps de traitement. Et ensuite, un message de David Grand-Gérard. Pour les retardataires qui étaient invités à 10h et non à 9h, sera-t-il possible de revoir le tout et avoir accès à tout? Car j'ai raté la première heure, désolé sincèrement. Donc la réponse est oui, puisque le webinaire est enregistré, donc vous aurez l'intégralité du replay. Et puis, je On pense que le mettra en ligne. ouais, voilà. Et je mettrai le PowerPoint en ligne aussi, il n'y a pas de problème. Je vois que tu as reçu un cœur de la part de David. Si vous avez une dernière question, remarque, c'est le moment avant qu'on se quitte. Bon, bah, on va clore là dans ce cas-là. Sinon, vous envoyez vos questions par mail. Et n'oubliez pas de répondre au questionnaire sur l'utilisation des fiches méthodes pour avoir un retour sur votre utilisation et que Guillaume puisse continuer à vous produire de belles méthodes et de beaux webinaires. Et je vous remercie à tous. Bonne journée à vous. Bonne journée tout le monde.